Bonsoir à tous, lundi 24 août 2020, nous sommes de retour, madame, monsieur, bienvenue une fois de plus à cette émission d'utilité publique Equinox Soir. Et comme vous le savez, il y a quelques jours, Douala avait les pieds dans l'eau, ou tout au moins une partie de la ville de Douala avait les pieds dans l'eau. C'est le visage que renvoyait la capitale économique du Cameroun suite aux intempéries survenues dans la nuit du 20 et la journée du 21 août dernier. Une situation qui a contribué à paralyser sérieusement certaines activités et même que la mobilité des personnes et des biens. Des inondations conséquences, d'après le maire de la ville, de ces fortes précipitations, ajoutées à cela la sortie du fleuve Vouri de son lit. Ce phénomène de submersion ponctuelle des zones habituellement sèches dans la ville de Douala est loin d'avoir connu son épilogue. La météo marine laisse présager la concomitance des fortes précipitations et des marées hautes dans les prochains jours. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande première pour cette année 2020. Une fois de plus, pour Julienne Berthe Bissaï, pour le journal le plus attendu de la planète, ce sera à 20h. Et après, le débrief du journal, tout de suite, le fait du jour. Inondation à Douala, comprendre ce phénomène, ma foi, très inquiétant. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Foting Zodjou. C'est surtout la casquette d'agriculteur qui nous intéresse beaucoup plus. Vous le savez, il est militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En face de lui, vous avez le docteur Patrick Rifoué. Il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et également enseignant de communication à l'université de Douala. Juste à côté de lui, c'est Didier Yimkwa, militant. Il aime souvent se faire appeler, il aime quand on l'appelle, militant écologiste. Il est membre du bureau politique du FSNC. Voilà. Front social pour le salut. Front pour le salut national du Cameroun. Front pour le salut national du Cameroun. FSNC. Issa Chiroma Bakari. Et en face de vous, on a invité un géographe. Lui, c'est le professeur Joseph Pascal Baha. Il est chef département géographie à l'université de Douala. Bienvenue, cher monsieur. Je commence par vous. Dites-moi, professeur, les populations, c'est en fait trois quartiers qui ont été sinistrés, on va le dire. Bonantone, Makepe, Misoke, Vallée, Hôpital Général, Malangé, Sable, ça fait 5. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces populations qui ont pensé que le ciel leur tombait sur la tête? Comment vous pouvez expliquer ce phénomène à ces populations-là? Alors, techniquement, j'ai entendu votre discours. Le maire de la ville parle d'une abondance de précipitations. Oui. Ce n'est que des facteurs qui déclenchent le phénomène des inondations dans des villes comme Douala. Il y a des facteurs beaucoup plus lointains, oui, à l'échelle globale, qui renvoient beaucoup plus au phénomène de réchauffement climatique qui s'explique par une forte industrialisation et à l'émission des gaz à effet de serre. Et ce réchauffement a une incidence forte sur les calottes glaciaires au niveau des pôles. Ces calottes, en fait, sont depuis un certain temps, depuis des décennies, n'est-ce pas, avec l'augmentation sensible de plus de 1 degré de température à l'échelle globale, ce qui se poursuit d'ailleurs, ces calottes fondent progressivement et libèrent d'importantes quantités d'eau liquide qui vont être transférées dans des zones de basse latitude. Dans les zones de basse latitude, c'est-à-dire le golfe de Guinée où Douala se trouve. Oui. Et le stockage de cette eau liquide au niveau des bassins océaniques de basse latitude va nécessairement contribuer à une augmentation du niveau de la mer. Augmentation du niveau de la mer à laquelle devraient normalement répondre les cours d'eau continentaux, qui doivent se réajuster à ce niveau, y compris les phénomènes de les nappes phréatiques, oui, qui vont se livrer à des remontées capillaires, ce qui crée certaines zones d'inondation dans certaines localités, comme le Bois des Singes et bien d'autres. Voilà. Donc ce phénomène global de réchauffement justifie, n'est-ce pas, l'exposition des villes côtières Douala au changement climatique, aux inondations. Alors, à côté de ces facteurs globaux, il y a des facteurs locaux, oui, qui vont maintenant déclencher le processus des inondations. Parmi ces facteurs locaux, il y en a qui sont d'ordre physique
en rapport avec l'abondante pluviométrie, la forte pluie. Douala, c'est quand même plus de 3000 millimètres de pluie, n'est-ce pas, par an. Douala, c'est quand même l'une des villes les plus arrosées, n'est-ce pas, de la zone équatoriale. Il y a également la structure des sols, qui sont des sols sédimentaires, des sols très souvent argilo-sableux, difficilement perméables, et qui justifient évidemment la fréquence des inondations. Il y a donc les pentes. Les pentes, nous sommes dans une zone de bassin sédimentaire, dans une zone de pente faible, où les eaux qui viennent des hauteurs vont s'accumuler. Donc ça prédispose, ces facteurs locaux d'origine naturelle prédisposent la ville aux inondations. Il y a maintenant des facteurs d'ordre anthropique liés au phénomène urbain en lui-même. Douala, c'est une ville qui, du fait de son attractivité, attire beaucoup de monde. Ce qui justifie une forte pression démographique sur l'espace. Beaucoup de gens, Douala, c'est aujourd'hui près de, moi je dirais, je m'aventurerais à dire que Douala, c'est près de 5 millions d'habitants. N'est-ce pas, au-delà des statistiques généralement officielles. Mais cette population contribue à l'étalement de la ville, dans un contexte marqué par la pauvreté, où le processus urbain n'est plus très suivi, n'est-ce pas, avec l'abandon notamment de plans quinquennaux qui ont longtemps permis une croissance verticale de la ville vers le haut. Aujourd'hui, avec le contexte de pauvreté, la faillite de l'État, la pauvreté ambiante des populations, on a un phénomène urbain qui se caractérise par un étalement de la ville. La ville est saturée, elle s'étale sous la forme de véritables coulées. Et cela va forcément, puisque ce phénomène d'urbanisation est également anarchique et très peu suivi par l'État, par les structures qui gèrent le phénomène urbain, cela va contribuer à l'occupation des zones à risque. Pas seulement les reins, mais aussi les zones de forte pente, les piémonts de plateau, ce qui va entraîner non seulement les éboulements qui vont avoir des risques, mais dans les zones, n'est-ce pas, dans les drains qui sont désormais occupés par les populations, on assiste à des inondations. Donc, ces inondations sont donc justifiées par la submersion des eaux dans des espaces qui sont en fait les leurs, en réalité. L'homme est venu s'installer. Les inondations ont toujours existé. OK ? Mais s'il y a du bruit autour aujourd'hui, c'est simplement parce que l'homme est présent dans les zones à risque, n'est-ce pas ? Et c'est ça le vrai problème. Il y a aussi la situation même de la ville en bordure de la mer, n'est-ce pas ? Ça prédispose, ça expose, n'est-ce pas, cette ville côtière aux transgressions marines et donc aux inondations. Voilà, il y a également, on peut également ajouter la mauvaise gestion des déchets et des dérapages liés aussi au phénomène de la gestion de l'environnement urbain, n'est-ce pas, avec des pratiques parfois inadaptées, avec l'émergence d'une nouvelle classe de spéculateurs fonciers dans la ville qui, en fait, enfreignent un peu aux normes, n'est-ce pas, liées à l'occupation de l'espace urbain. Donc, il y a une floraison de facteurs qu'on peut évoquer ici. Ok, voilà. Didier Impois, le communiqué presse du maire de la ville en date du 21 août dit que le fleuve Wouri est sorti de son lit. On sait quand même que pour ceux qui ont connu la ville de Douala dans les années 80-90, il y a une bonne partie du fleuve Wouri. Au niveau, il y a une grande cimenterie de ce côté-là. On a pratiquement repoussé le Wouri. Est-ce que c'est un phénomène dangereux qui peut conduire à ce qu'on a vécu la semaine dernière? Ces jalons... C'est-à-dire agresser le Wouri. Oui, cela va sans dire. Il n'y a pas que le Wouri qui a été agressé. Il faut dire que le Wouri, c'est le plus grand bassin versant. Oui. Des 8 bassins versants qui existent. Tous ces bassins versants, c'est-à-dire Bobongo, Besseke, qui a été même enterré. Vous avez le Ngwa, vous avez le Besseke enterré, oui. Vous avez le Tongo Bassa, vous avez le Kondi. Vous avez, voilà autant de bassins versants qui ont été même transformés en poubelles aquatiques. Moi, je voudrais dire ceci, lorsque vous posez la question, même à un enfant du cours élémentaire 1, qui est doué de bon sens, il peut vous dire carrément que
Je l'ai fait, hein. Un enfant m'a dit, papa, il y a les inondations parce que les gens, en marchant, mangent et balancent comme ça là, les bouteilles vides dans les caniveaux. Mais je voudrais présenter un peu un certain nombre d'indicateurs qui caractérisent la ville de Douala. Douala, c'est 42% d'établissements classés 1 et 2 du Cameroun. C'est à Douala avec 2 grandes zones industrielles. Douala, c'est 71% d'immobilier sans titre foncier. Douala, c'est 5,5 de taux de croissance démographique, 2 fois le taux de croissance démographique national. Douala, c'est 70% d'occupation anarchique des sols. Douala, c'est 18-24% de population qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Douala, c'est 2500 tonnes de déchets ménagers solides. Vous avez à peu près 1500 qui sont enlevés par une entreprise que nous connaissons. Vous avez 500 tonnes abandonnées comme ça dans la nature. Douala, enfin, c'est 3090 milliards de PIB par an. Lorsque vous divisez cela par 360, vous êtes à peu près à 8 milliards 500 millions. Lorsque vous perdez 8 milliards 500 millions en un jour, si vous êtes quelqu'un de bien structuré, vous vous posez des questions. Que comment on peut perdre 8 milliards 500 millions en un jour parce qu'il a plu pendant 4 heures de temps. Vous savez que ce jour-là, Douala était paralysé. Vous devez vous poser des questions. Vous ne devez pas chercher à justifier les inondations de la ville de Douala parce qu'il y a les inondations à Paris ou à Washington, parce que cela relève de ce qu'on appelle, il y a un terme là, ça va venir, ça viendra. Mais voyez-vous, je me suis permis un certain nombre d'exercices pour comprendre exactement ce qui ne va pas, parce que depuis 2000, chaque mois d'août, il y a des inondations. Je me suis donné à faire un petit exercice, et si vous permettez, je peux vous rendre cette copie. Voyez-vous, en 1992, après le sommet de Rio, le Cameroun a ratifié 3 grandes conventions, parmi lesquelles la Convention cadre sur les changements climatiques. Et quelques temps après, la République du Cameroun, à travers son ministère en charge de l'environnement, a élaboré ce qu'on appelle le programme de mécanisme d'adaptation au changement climatique. Et j'ai eu la chance de participer à quelques séminaires qui couvraient les 5 zones agroécologiques du Cameroun. J'étais à l'extrême nord, j'étais ici dans la zone côtière. Et qui coordonnait ce travail, c'était à l'époque le docteur Wanyung Chonka Valentin. Il était point focal national des changements climatiques au Cameroun. Je lui dis bonjour. Et ce travail a été fait avec la collaboration du professeur Normo, que le professeur peut bien le connaître. C'est l'un des meilleurs climatologues au Cameroun. Et dans ce programme, c'est un outil stratégique qui existe. Monsieur Salifak, pardon. Même si vous allez sur Google, vous allez trouver ce document. L'une des résolutions phares, c'est que chaque collectivité territoriale décentralisée devait élaborer son plan local de mécanisme d'adaptation au changement climatique. J'ai eu comme ça à regarder un certain nombre de plans communaux de développement. Je me suis rendu compte que vous n'y trouverez jamais le changement climatique. Mais quelque part, il y a quand même quelque chose. On vous dit dans les PCD que si vous avez des projets qui relèvent du PIB, des projets d'investissement prioritaires, vous devrez intégrer l'analyse socio-environnementale. Quand je me regarde aujourd'hui, je me pose assez de questions. Comment nous sommes arrivés à ce niveau, à gérer ces eaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu des manquements quelque part. Il faut poser la question, il y a eu des manquements quelque part. Il ne faut pas regarder cela avec les glaces de politiciens, partisans. Il faut regarder cela avec beaucoup de rigueur. Pourquoi? Parce que, vous savez, les phénomènes ou bien les facteurs qui entraînent les inondations, comme l'a si bien dit le professeur, c'est une conjonction de beaucoup de choses. C'est des pulses. Donc vous ne pouvez pas écarter soit la corruption, la collusion. Quand quelqu'un peut bâtir tout un complexe universitaire dans un drain, le drain de Tongo Bassa, à 8 milliards de francs, il faut vous poser des questions. Quand vous regardez les routes s'affaisser, il faut vous poser des questions par rapport à l'empreinte écologique.
qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes 3 millions, c'est le chiffre officiel. Le professeur a parlé de 5 millions. En 2035, nous serons 9 milliards. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent 21 local que M. Ntoné a célébré à coût de millions de francs? Qu'est-ce qu'il en fait? Donc je me pose assez de questions. Jusqu'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, j'aurai la réponse. Voilà, juste à côté de vous, docteur Ifoué, écoutez attentivement Didier Yimkoua. L'État n'a pas jusqu'ici joué son rôle. Hein. Il pointe un doigt accusateur sur... Écoutez, je pense que, comme le disait Deng Xiaoping, le seul critère de vérité, c'est la pratique. La pratique. En la matière, le 3 août 2000, il y a des pluies torrentielles à Douala, nous avons 21 morts. Oui. 20 ans plus tard, j'ai envie de vous poser la question. Vous voulez savoir s'il y a eu des morts? Avons-nous enregistré aujourd'hui? Parce que ça donne un indicateur pertinent sur l'efficacité ou non de l'action de l'État. Et j'ai la faiblesse de croire que l'État a joué son rôle. Parce que les politiques publiques qui sont mises en œuvre ne visent pas à empêcher que les inondations surviennent. Le professeur Baha l'a suffisamment bien expliqué. Il s'agit de gérer les inondations pour faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible. Et en la matière, ce qui compte, ce ne sont pas les dégâts matériels, c'est le nombre de vies humaines que vous arrivez à préserver lorsque ces phénomènes surviennent. Parce que, comme on dit, le matériel, on peut toujours le reconstruire. Mais une vie humaine perdue, vous ne la récupérerez jamais. Ce que j'ai vu sur le terrain, ce sont des responsables qui étaient mobilisés. Ce que j'ai vu sur le terrain, ce sont des responsables qui étaient auprès des populations. J'ai vu en divers points de la ville les sapeurs-pompiers qui étaient mobilisés. J'ai également vu les populations qui étaient mobilisées pour porter secours à leurs voisins en accompagnant l'action de l'État. C'est ce que moi je veux retenir de ce moment-là. Il ne s'agit pas ici de dire que l'action de l'État va permettre de résorber de manière totale les inondations, non. Je voudrais dire à mon ami Didier, mais sur la question du changement climatique, les États sont en total désaccord aujourd'hui. Hein. Oui, on dit qu'il faut lutter contre le changement climatique. Mais on a les bien grands pollueurs ne s'entendent pas. Voilà, on a bien vu en France que les États-Unis n'ont pas signé, que la Chine a re-signé. Mais un petit pays comme le Cameroun, on veut nous imposer ces instruments-là. Non, tu peux m'accorder juste une seconde, docteur. Ok. Oui, l'homme par ses activités. Le professeur parlait tout à l'heure des effets anthropiques. L'homme aujourd'hui ne peut pas modifier les fortes précipitations. Mais c'est clair que, on l'a vu lors de la COP21 à Paris, l'une des résolutions phares de l'accord de Paris, c'est que c'est l'homme à 90% qui est à l'origine des phénomènes de changement climatique. Puisque l'homme ne peut pas modifier les fortes précipitations qui génèrent les inondations, mais l'homme doit s'adapter. Or, on sait très bien, le président de la République avait pris des résolutions, un certain nombre d'engagements en décembre 2015 à la veille de la COP 21. Le président Biya disait que le Cameroun va réduire ses émissions à gaz de fer de 32% par rapport au palier de 2010 d'ici 2035. Parce que c'était une opportunité d'aller capter, parce que plus vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre, plus vous avez la chance d'aller capter de l'argent ou bien des ressources financières au niveau des institutions financières internationales pour financer des projets verts, tels que le reboisement, tels que le transport. Parce que les changements climatiques, que vous le vouliez ou pas, affectent tous les secteurs d'activité. Je dis bien tous les secteurs d'activité. Puisque l'homme est incapable aujourd'hui de maîtriser les précipitations, les fortes précipitations, il s'adapte. C'est pour ça qu'on parle des programmes d'adaptation, on parle de programmes de mécanismes d'adaptation au changement climatique. C'est un document qui existe, qui a été élaboré sous la conduite de M. Elepierre, qui est membre du RDPC. Merci donc, Didier. Vous permettez donc à Dr Ifoué d'aller jusqu'au bout. Lorsque vous avez une situation comme celle-là, ce qui importe, c'est de voir la qualité de la réponse. Oui. Est-ce que nous avons... La riposte peut-être. Voilà. La qualité de la réponse, c'est la riposte. Oui. Est-ce que le gouvernement s'est suffisamment mobilisé pour apporter de l'aide aux populations qui sont fragilisées? Que va être la suite? Il y a un premier volet qui est un volet de sensibilisation, parce que vous avez des populations qui occupent ces zones-là. Il faut les former, il faut les habituer à faire face à ces situations, parce que ce qui arrive souvent, c'est que lorsque vous avez une montée des eaux, lorsque vous faites face à un risque de manière globale, bon,
vous cessez de réfléchir de manière rationnelle. Donc, il faut que vous ayez une checklist pour savoir exactement quel est le comportement que vous devez adopter. Justement. Pour ne pas vous mettre en danger, pour ne pas mettre la vie de vos proches en danger. Il y a un volet sensibilisation. Je crois que le volet sensibilisation a souvent été pris en charge par la direction de la sécurité, de la protection civile, qui est venue à Douala plusieurs fois, qui s'est déployé dans les zones à risque pour faire de la sensibilisation. Donc, ce que moi je veux dire très simplement, c'est qu'aujourd'hui, au regard du bilan que nous pouvons faire, on voit bien qu'il y a une robustesse de l'action du gouvernement et il convient de le saluer. Ce qui ne signifie pas que l'action est parfaite. Certainement qu'il y a des éléments à améliorer. Bon, on me dira il faut déguerpir les populations qui sont dans les zones non aedificantes. Je dirais oui, parfaitement. Ce d'autant que si le gouvernement décide de déguerpir des individus qui occupent des zones en infraction des règles d'urbanisme, il ne doit rien leur verser en compensation. Sauf que le gouvernement, c'est aussi un père de famille. Et la question qui se pose toujours lorsque des individus ont déjà occupé ces zones-là, c'est lorsque je vais déguerpir ces individus, lorsque je vais déguerpir ces familles qui ont 3, 4, 5, 6 enfants, qu'est-ce que je fais de ces enfants-là? Donc, c'est une question complexe. L'État manque d'espace pour recaser les populations? Ce n'est pas simplement une question d'espace. C'est une question de quoi? Il faut avoir des moyens. Vous n'allez pas... lorsque vous déguerpissez... Vous préférez laisser les populations là? Oui. Lorsque vous déguerpissez les populations, vous devez les installer quelque part. Oui. Il faut assurer la continuité socio-économique de ces individus-là. C'est-à-dire, vous devez les réinsérer. Oui, supposons que vous alliez les installer à P435. L'activité économique qui leur permettrait de vivre, vous devez en générer une. Est-ce que vous êtes capable de générer une activité économique rentable pour ces individus à P435? C'est une question. Docteur, il faut en laisser dans les populations là, quitte à ce que chaque mois d'août, il y ait montée des eaux, jusqu'à peut-être qu'il y ait des morts, puisque vous semblez applaudir le fait que pour cette fois-ci, entre guillemets, il n'y a pas eu de morts. Non, applaudir, non. Oui. Il faut se satisfaire. Parce que vous nous avez pris un cas, hein, vous êtes parti de 2000, où vous avez dit qu'il y a eu 3 morts. 21 morts. Oui, 21 morts. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas de morts. Vous dites que l'État, quand même... Mais c'est la preuve qu'en 20 ans, il y a eu une robustesse dans la réponse qui est apportée. Si aujourd'hui, on avait le même nombre de morts, il faudrait pointer un doigt accusateur sur le gouvernement. Okay. Ce qu'on constate, c'est qu'il y en a moins. Okay. Maintenant, il faut réfléchir effectivement au sort de ces populations qui ont occupé des zones non aedificantes, mais c'est une question qui concerne à la fois le pouvoir central, les collectivités locales et même les populations qui s'installent là. C'est-à-dire que c'est une question qui ne concerne pas que l'État, c'est une question qui nous concerne tous. Et il faut y réfléchir pour y apporter une réponse durable. Il ne s'agit pas simplement, comme certains l'imaginent, de déguerpir des gens et d'aller les installer à P435. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Que ça. Voilà, Faustin Jodou. Enfin, j'interroge l'agriculteur, l'opérateur économique. Faustin Jodou. En passant, hein, vous avez été victime de ces inondations, hein, une fois déjà, voilà. Vous dites qu'il faut vivre ça pour savoir ce que ça fait. Hein. Qu'on se réveille comme ça, peut-être 2 heures du matin, les pieds, lorsqu'on veut poser le pied, on rencontre l'eau. Et il y a aussi cette sortie du docteur Ifoué, il dit qu'il n'y a pas eu de mort, contrairement à ce qui s'est passé il y a 20 ans. Déjà, il y a eu au moins un mort que je connais. Il y a eu un mort. Électrocution, donc oui. Je n'ai pas envie de revenir sur le long discours. La question que j'aimerais poser, si c'est moi qui étais sur le plateau panéliste du RDPC, c'est de savoir... Non, c'est une question de RDPC. Voilà, ça dit que lorsque nous parlons du Cameroun, il ne faudrait pas que nous essayions de faire comme si les choses ont déjà souvent marché. La simple question aujourd'hui, certes, on peut ne pas déguerpir les gens, c'est un débat. On n'a pas de l'argent pour le recasement, on peut encore débattre là. Mais que fait le gouvernement actuellement lorsque les gens occupent les zones inondables de demain? C'est la simple question. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser les mêmes actes et attendre les résultats différents. Hier, les inondations dans la ville de Douala, on les connaissait à Makepe, Moussoké et autres. Aujourd'hui, on les connaît à la Cité Belge, ce sont des nouveaux quartiers. On les connaît à Mbanga Pongo, ce sont les nouveaux quartiers. On les connaît à Ngodi Bakoko, ce sont les nouveaux quartiers. On les connaît à Djibamba, à la Djibamba,
ce sont les nouveaux quartiers. Et les gens ne font que poursuivre les installations dans des zones inondables. Alors, qu'est-ce qui empêche l'État de empêcher de stopper la progression des installations et de réorienter ces installations vers les zones non inondables. Ça dit que ceux qui partent actuellement s'installer au niveau de la Djibamba viennent peut-être des Bépanda et veulent se construire. Alors, on peut les mettre mais à PK50. Alors, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de le faire? On ne peut pas croiser les bras. On regarde la population déjà appauvrie et traumatisée par la pauvreté, qui ne cherche qu'une issue de survie. Et le lendemain, on dit, on n'a pas les capacités d'empêcher les inondations. Moi, quand je regarde, par exemple, au niveau des zones comme Douala 4e, je regarde au niveau du quartier Mabanda, qui a déjà les inondations. Mais quand je vais à plusieurs kilomètres peut-être de la gendarmerie... Mabanda, le Vouri n'est pas loin. Hein. Voilà. Les gens continuent à faire des installations. Les terrains sont vendus par des individus identifiés et identifiables. Il y a une mairie qui passe et met les arrêts de travaux dans des marécages pour avoir 1000 francs, 1500 francs et vous laisser construire. Et 10 ans plus tard, les mêmes gens qui nous gouvernent vont venir sur des plateaux de télévision et dire l'homme ne peut pas arrêter les fortes précipitations. La gouvernance, c'est d'abord la prévision. Gouverner, c'est prévoir. Parce que ce que vous faites, vous ne gouvernez pas le Cameroun, vous dirigez une colonie. Et quand on dirige une colonie, on est intéressé qu'à l'impôt et aux matières premières. Parce qu'il s'agit d'une politique globale environnementale. Ce n'est pas seulement une affaire d'inondation. Il s'agit aussi de... J'ai écouté M. Yinkwa qui a bien fait de préciser que lorsque nous réduisons le taux d'émission de gaz à effet de serre, nous pouvons bénéficier des retombées de l'autre côté des grandes puissances. J'ai participé à plusieurs sommets à l'international sur cette question. J'ai d'ailleurs vu, peut-être lors du lancement du Fonds bleu pour le bassin du Congo à Oyo en Guinée équatoriale, le seul rêve des dirigeants africains, pour ne pas dire du gouvernement camerounais, c'est d'accepter le principe de réduction de la production de gaz à effet de serre pour bénéficier des retombées. Oui. Uniquement. Alors, que faisons nous-mêmes des retombées puisque ça finit toujours par arriver? Aucun gouvernement ne peut dire n'avoir pas reçu le projet vert. Est-ce que les forêts qu'on coupe, on reboise? Dieu a mis les arbres, ça suffit, on coupe, on coupe. Et d'ici 50 ans, si les mêmes gens dirigent, ils vont vous dire, nous n'avons pas les possibilités de recaser la population. Okay. On ne peut pas gouverner les hommes comme si la vie allait s'arrêter après nous. La gouvernance, telle que je sais, c'est regarder dans 50 ans. Les gens qui s'installent aujourd'hui sur le Vouri, et quand vous le voyez s'installer, vous venez marquer là sur le mur, arrêt des travaux, ils donnent des pots de vin, vous les laissez installer des logements, vous revenez 3 ans plus tard, dire, si on les déguerpit, on va les recaser où? Est-ce qu'on peut les resocialiser? Est-ce que, mais quand ils viennent, le rôle du gouvernement, parce que les gens peuvent vivre dans l'anarchie. Si on accepte appartenir à un État, c'est parce qu'il y a une structuration. Il y a des lois qui nous permettent d'abord de nous protéger, parce qu'on peut vivre sans gouvernement. D'ailleurs, avant la colonisation, on a connu des peuples dans ce pays qui vivaient sans gouvernement. Ils étaient en forêt, ils allaient à la chasse, ils mangeaient et c'était tout. Mais si on accepte le principe de l'État, c'est parce qu'on pense à un moment donné qu'on peut se fixer des lois et qu'ensemble, ces lois protègent la population. On ne fait pas comme si quelque chose a déjà marché un jour dans ce pays avec le régime RDPC, parce que les mêmes inondations qu'on pleure aujourd'hui existent depuis que ce régime est au pouvoir et rien n'a jamais été fait. Les quartiers sont installés devant vous, vous avez vu. Vous avez laissé la population fermer le Vouri, vous-même du gouvernement. Vous avez remblé le Vouri pour vendre aux entreprises qui créent de l'argent et vous revenez sur le plateau de télévision, on fait semblant d'être surpris. Merci. La population est victime de la pauvreté créée par le même gouvernement et du traumatisme. Peut-être vous n'avez jamais vécu une inondation. Moi, j'ai vécu. Et je pense que les enfants nés dans ces quartiers-là réussissent même difficilement parce qu'ils grandissent avec un traumatisme moral qui ne leur permet même pas d'exploiter le total potentiel que leur offre. Merci, Fossine Zodou. On va aller à Yaoundé où nous attend le professeur
Théophile Yimken Moyo, il est architecte, urbaniste également. Bonsoir professeur. Il y a cette sortie, je veux que vous réagissiez sur cette sortie du maire de la ville de Douala. Il appelle les populations de la ville de Douala à observer les normes et règles en matière d'urbanisme et d'occupation des sols. Voilà, vous êtes intéressé au premier plan. Dites-nous, l'urbanisme à Douala, c'est l'une des causes de ces inondations qu'on a vécues la semaine dernière? Occupation anarchique? Oui, bien sûr. J'ai suivi tous les compatriotes qui ont intervenu sur le plateau. Il y a de tout cela. Mais on peut revenir à un seul point. La marque vraiment. Il y a le régime de tout ce que nous voulons. Vous voyez, si l'on ne peut pas prendre le problème dans sa globalité, on ne pourra jamais trouver de solution. Pourquoi les gens quittent les campagnes pour les zones rurales pour aller en ville? Pourquoi en ville, les gens ne peuvent pas s'installer comme ils le veulent? Pourquoi est-ce que les documents de planification urbaine qui sont élaborés ne sont jamais respectés? On ne respecte jamais les documents de la vie. S'il n'y avait pas le fait seulement des populations qui sont désœuvrées, qui sont pauvres, tout souvent, le fait de l'administration même. Vous savez, les zones marécageuses, ce sont des zones qui, à l'époque coloniale, étaient des zones non industrielles. Là, ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas construire dans ces zones. Là, on voulait dire qu'il ne fallait pas à l'époque construire dans ces zones. Parce que le Cameroun n'avait pas la technologie nécessaire pour construire dans les zones marécageuses. Aujourd'hui, vous vous apercevez que l'on peut le faire. Il y a des villages lacustres, ce qu'on appelle les villages lacustres en Afrique occidentale. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le désordre généralisé qui est à l'origine de phénomènes d'inondation. C'est le phénomène climatique que nous vivons partout dans le monde. Mais vous l'avez bien compris, qu'il y a des pays où on arrive à gérer ces phénomènes-là. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Nous vivons un urbanisme que je pourrais appeler le tourisme. Ça veut dire que dans une ville qu'on voit dans une ville, ceux qui ont les moyens peuvent se permettre ce qu'ils veulent, peuvent construire ce qu'ils veulent, ils peuvent ne pas respecter la réglementation. Mais ceux qui n'ont aucun revenu, ceux qui n'ont pas les moyens, vont aller construire où ils peuvent. C'est pour ça que j'ai dit que le riche construit où il veut, le pauvre construit là où il veut. Maintenant, le temps, par exemple, vous savez, il y a des inondations, mais il y a aussi la marée. Il y a un phénomène toujours exceptionnel, la montée des eaux. Les deux phénomènes ont été combinés cette année, il y a 2 jours, 3 jours. Il y a eu la montée des eaux, la marée, ce qu'on appelle la marée, et puis il y a eu des pluies diluviennes. Les deux combinés, on ne pouvait arriver à ce résultat-là. Mais, on s'aperçoit qu'en saison de pluie, l'État n'a pas pris les précautions élémentaires pour qu'on ne puisse pas assister à ce type de phénomène. Je suis le président de l'ordre de l'urbanisme, donc je suis bien placé pour savoir ce que l'État fait et ce que l'État ne fait pas. Il y a des techniciens qui font des propositions. Mais ces propositions, le plus souvent, sont dans des placards. On ne les respecte pas. Prenons le cas du certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme, c'est savoir où on ne doit pas construire. Parce que l'urbanisme, c'est aussi ça, savoir où on ne doit pas construire. Mais sauf que vous avez des personnalités qui, parce qu'ils ont la capacité de s'installer là où ils veulent, vont parfois dans des zones marécageuses s'installer. Comment voulez-vous que le pauvre et mortel ne puisse pas croire qu'il peut aussi aller s'installer là-bas? Ils pensent que c'est facile de s'installer puisqu'il y a des gens fortunés qui y vont. Et ils y vont parce qu'on fait le calcul, on fait une architecture adaptée. Le palais de congrès est construit dans une zone marécageuse.
Ça, c'est la première. Ça, c'est l'une des choses. Une des choses qui est extrêmement importante dans cette situation, c'est que l'on pense qu'on peut toujours défier la nature. Particulièrement au Cameroun, ceux qui ont les moyens de gagner beaucoup d'argent en défiant la nature, ils sont allés s'installer sur les berges du Vouri. Donc ils ont essayé de gagner du terrain sur l'eau. Lorsqu'en 1900, je pense que lorsque j'allais au lycée, lorsque j'allais pousser dans les années 62, 63, 60, bon, le pont du Vouri commençait, je crois, au carrefour d'Edo. Lorsqu'on arrivait à ce niveau, on était déjà sur le pont. Vous voyez bien qu'on a gagné du terrain. Les grosses sociétés, ceux qui ont voulu avoir des espaces de stockage, avoir des zones industrielles, ils ont gagné du terrain sur le Vouri. Ce qui fait que lorsque le Vouri arrive maintenant, du moins l'estuaire du Vouri, parce qu'il ne faut pas dire le Vouri c'est un peu qui vient dans l'estuaire. Il y a la Dibamba, il y a le Congo, il y a tout ce là qui arrive en même temps en ces zones-là. Le passage qui, en 1960, doit permettre d'aller vers la mer, d'aller vers l'océan, n'existe plus. Ça veut dire que l'on a défié la nature à ce niveau. Le deuxième problème, on est venu à Douala construire le deuxième, juste au même endroit que le premier pont. Il y avait dans ce marché, j'ai dit ça parce que j'étais intéressé par ce marché. Lorsque cette société est venue, c'était une société française, elle est venue pour construire le second pont. Il y a le second pont. Il avait un aspect environnemental. Ça veut dire qu'il fallait tenir compte de la guerre climatique, tenir compte de la situation des marées hautes, tenir compte de ce qui pourrait arriver en temps de pluie. Mais vous voyez bien ce qui arrive. J'étais l'urbaniste chargé du côté environnemental. Mais lorsqu'ils ont gagné le marché, avec mes références, ils n'ont plus fait appel à moi. Ce qui fait que ce côté-là n'a pas été pris en considération. Et vous voyez là, ce qui arrive aujourd'hui. Il y a de l'eau à ce niveau-là. Toute la zone du port est inondée. Il y a 3 ans, lorsque la zone de Bonanjo était inondée, je leur ai dit, j'ai dit au pouvoir public, faites attention. L'aéroport de Douala sera un jour inondé. On n'a pas essayé de savoir pourquoi. Vous voyez, lorsqu'on part de Bonanjo vers l'aéroport, il y a toute la zone qui se trouve à droite, qui était une zone de mangrove. On a essayé aussi de récupérer cette terre-là, parce qu'on voulait faire une opération immobilière à ce niveau. On détruit progressivement les mangroves qui retenaient une partie des marais. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Dès que l'eau arrive, ça envahit la partie de la route qui se trouve à ce niveau. Et l'eau va monter jusqu'à l'aéroport. Je vous assure, d'ici 5 ans, l'aéroport de Douala sera inondé. Il ne faut pas être sorcier pour faire des stimulations. Même aujourd'hui, la communauté ne veut plus faire des stimulations, elle peut réfléchir. C'est quand même terrible qu'on est dans nos villes des administrations qui ne se donnent pas des structures techniques, d'un potentiel technique pour la réflexion. Vous prenez une ville comme Yaoundé, puisque je suis à Yaoundé. Vous avez la communauté, l'ancienne communauté urbaine. Il n'y a pas 3 architectes. Il n'y a pas 2 urbanistes à la communauté. Mais qui va donc dire? Ah voilà, on va le retrouver, le professeur Yimgem Moyo. On a quand même pris quelques éléments, professeur. Il dit que les hommes tentent depuis un certain temps de défier la nature. Le riche construit où il veut, le pauvre construit où il peut. Tout à fait. On défie la nature. Il a pris beaucoup de cas. Il est revenu sur le cas du Vouri, qui a été... on a repoussé les eaux du Vouri. Il a pris également le cas, partant de Bonanjo pour l'aéroport international de Douala, tout le côté droit, qui aujourd'hui voit pousser des structures. La mangrove est occupée de ce côté-là. Alors, ça m'amène à réagir un peu en disant qu'il existe des textes qui régissent le phénomène urbain
à Douala. Il existe même des études d'urbanisme qui ont été menées depuis les années 80, n'est-ce pas, au niveau de la ville de Douala. Je pense par exemple au programme, au cash programme qui visait le curage des drains et la démolition, n'est-ce pas, de ceux-ci. Je pense également au projet de drainage pluvial, n'est-ce pas, avec ce qu'on voit par exemple au niveau de Tongo-Bassa, aujourd'hui avec la mise en œuvre des ouvrages. Justement, vous sortez de Yaoundé, professeur. Vous avez vu les drains de ce côté-là, au curage. Est-ce qu'il y a un problème de profondeur? Il y a un problème. Au niveau de Douala, est-ce que la profondeur ne joue pas un peu aussi? Est-ce que c'est pas... Parce que lorsque vous voyez quand même ce qui est fait à Yaoundé au niveau des drains, c'est assez profond quand même. C'est fait, parfois il y a un problème de dimensionnement. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là aussi un problème? Il y a un problème. Ça pose tout le problème de la gouvernance aussi, de ces projets-là. C'est-à-dire quand on vous donne des moyens pour faire un travail, il faudrait aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faudrait que ce qu'on voit sur le terrain soit le reflet des ressources mises en place à votre disposition. Mais parfois, il se glisse des pratiques et des logiques d'acteurs dans le phénomène de la gouvernance qui trahissent un peu certaines choses. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il existe bel et bien des études d'urbanisme qui ont été menées. On a parlé des plans d'occupation du sol, on a même parlé des agendas 21, on a parlé des City Development Strategy au niveau de la communauté urbaine. Il y a eu des projets, n'est-ce pas? Le plus récent, c'est Douala Ville Durable, qui fonctionne en ce moment. Mais vraiment, la question se pose, qu'on devrait se poser, c'est pourquoi, malgré tout ce qui a été fait, les résultats ne suivent pas. Je ne parle pas de résultats en termes de fin des inondations. Les inondations seront toujours là. Nous devons nous adapter. Ça, c'est clair. Oui, les inondations seront... Il faut m'expliquer, s'il vous plaît. Les inondations seront toujours là. OK? Alors, des choses ont été faites. Il y a aussi une réponse globale. Avec la ratification des différentes conventions internationales, il était question d'impulser la politique de réduction, n'est-ce pas? Donc, agir sur les causes du changement climatique. Mais il y a un problème qui s'est posé en termes de financement, mais aussi en termes de cohésion au niveau des pays riches qui ne parviennent pas à s'entendre sur la question. Il y a à l'échelle nationale des choses qui ont été faites aussi, avec la mise en place, n'est-ce pas, de l'Observatoire national des changements climatiques, n'est-ce pas? On a parlé tout à l'heure de la division de la protection civile. Ça, c'est des choses qui ont été faites. Au plan local, j'ai parlé de toutes ces études urbaines. Même il existe également à côté de ça des textes d'urbanisme qui se heurtent parfois à une certaine forme d'inobservance de la part des populations elles-mêmes qui peinent à s'adapter, mais aussi de la part des acteurs institutionnels au niveau de la collectivité territoriale qui laissent faire un certain nombre de choses. Quand on construit une ville, il faut utiliser la théorie de l'équerre en général. Les grandes villes qui ne sont peut-être pas à l'abri des inondations, mais où le phénomène est quand même plus ou moins maîtrisé, ont utilisé beaucoup de rigueur pour construire leur ville. Quand on dit construire à l'équerre, c'est le symbole de la rigueur. Cela devrait dire quoi? Ça montre que quand on dit les drains ne devraient pas être occupés, il ne faudrait pas qu'ils soient simplement destinés à une certaine classe sociale, une certaine catégorie de population. On devrait frapper tout le monde, tous ceux qui s'hasardent à occuper ces trains, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le niveau de pouvoir que l'on a, ou quelle que soit l'influence politico-administrative qu'on a. Donc l'échec de cette politique de lutte, c'est parfois lié à se laisser aller, n'est-ce pas? À se laisser aller de la part de ceux qui sont chargés de monitorer, n'est-ce pas, ce processus, n'est-ce pas, qui représente la lutte contre les inondations à Douala. Voilà, Didier Imkor, au-delà des causes anthropiques, comme m'a dit également le professeur Yingem Moyo, il y a toujours cette conjonction de facteurs, précipitation forte et marée haute. On ne peut pas éviter les inondations. Non, je n'aime pas ce genre de réaction qui relève... je ne le dis pas peut-être d'une vacuité anxiologique, je n'aime pas ce genre de réaction pour justifier les inondations de Douala. On parle des inondations à Washington. Non, nous pouvons aussi, on peut copier sur nous. Vous voyez, pendant mes humanités à l'école primaire, à l'école publique groupe de Baranté, j'ai eu un instituteur au Coumouin 2, et il m'avait enseigné à l'époque, je ne peux pas l'oublier, que l'eau est
le plus grand facteur, le plus grand destructeur de la nature. Mais aujourd'hui, vieillissant, je me rends compte que l'eau est plutôt le reflet ou le miroir du déni de planification, du déni de la prévention, du déni de la prévision. L'eau ne manque pas. Je dirais plus loin, pour ne pas être barbare, que l'eau, parce que lorsque vous avez des inondations de telle envergure, de telle ampleur, quelque part, il faut gérer les actes manqués. Vous comprenez? C'est que quelque part, parce que les qualiticiens vous le diront, hein, ils vous diront que les inondations, c'est la non-qualité. Ici, il s'agit, notre programme national ou bien le programme local, s'il existe, des mécanismes d'adaptation au changement climatique, ce n'est pas de réduire l'eau d'assécher Douala. Douala, c'est une ville d'eau, et c'est même une chance. Bien sûr. En 2007, j'ai eu cette opportunité de travailler sur les bassins versants, que je peux parler aujourd'hui avec autorité, parce que c'était avec une ONG canadien. Et il y a un Indien dans le groupe qui me disait que, mais Yimkwa, vous avez la chance d'avoir une ville arrosée. Et nous avions à l'époque interviewé un patriarche à PK8 qui me disait que, mais à leur époque, les années 1940, il pouvait aller Au Condi. oui, il pouvait aller de Saint-Thomas à Yabassi en naviguant par la pirogue. Donc on aurait pu, si nous étions proactifs, on aurait pu valoriser le transport fluvial et qu'on aurait gagné peut-être 1 point sur la croissance démographique. Mais on ne l'a pas fait. Donc, je voulais dire ceci, vous voyez, il faut, lorsqu'on perd 8 milliards 500 millions de francs par jour, parce que on a eu les eaux, 4 heures de temps. Non, il faut se poser des questions. Le docteur Rifi a dit quelque chose là. Moi je ne peux pas dire que lorsqu'il y a effondrement de la route, une partie de la route à Bokom, nous sommes là vers l'aéroport, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de perte. Je viens de recevoir tout à l'heure une image d'un compatriote qui nous suit à Paris, qui vient nous montrer une image d'un immeuble qui s'est effondré après Samuel Eto'o. Vous ne pouvez pas dire, docteur, que c'est des pertes. Et je voulais aussi revenir à ce que mon ami, mon petit frère Zoning va dire. Je suis très bien sa liturgie. Il représente un tableau apocalyptique du Cameroun. Oui, il est dans son rôle. Hein. Mais il faut faire attention de dire des non-vérités. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'on coupe les bois sans les reboiser, je voulais lui dire que s'il était au courant, par exemple, d'un certain nombre de programmes, tels que RED+, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation du sol. S'il était au courant, par exemple, du programme sectoriel forêt-environnement, il comprendrait très vite que vous ne pouvez pas vendre du bois d'œuvre à l'extérieur si vous n'avez pas, quand même, si vous ne maîtrisez pas la traçabilité. Vous savez combien d'années il faut pour avoir un arbre exploitable? Vous avez reboisé avant vous croyez que c'est la fougère? On a reboisé cette forêt avant. Vous croyez que c'est la fougère? Vous croyez qu'un arbre de 30 mètres de mètres, c'est la fougère? Moi, j'ai quand même travaillé à Afrique. Non, il faut faire attention. Non, est-ce que laissez-moi, Faut-il a été reboisé et qu'on attende que les arbres Faut-il oui, je vais savoir qu'on reboise les forêts. Laissez-moi aller là-bas, je n'ai pas à vous donner des informations. Faut-il parce que vous vous installez dans ce que Charles Ndongo appelle le manichéisme paresseux. Même si je vous dis, vous n'allez pas accepter. Vous allez refuser. Vous allez rejeter. Allez-y rapidement, Didier. Je disais donc qu'il n'a pas du reboisement. Je lui dis non, qu'il aille se renseigner au ministère de la Forêt et de la Faune. On va lui parler par exemple du PSFE, on va lui parler du RED+, parce que le Cameroun appartient au bassin du Congo, ça fait à peu près 350 millions d'habitants qui vivent des services écologiques générés par ces forêts-là. Donc ça nous bloque. Et c'est le deuxième poumon vert, monsieur. Maintenant, vous avez dit que, comme votre ami, vous avez un camarade qui est passé ici, qui a sorti comme ça là, que le Cameroun ne connaît pas ses essences.
Mais il faut faire attention. Renseignez-vous. Les essences de voix qui a dit Oui, que le Cameroun ne connaît pas. Est-ce que j'ai dit ça ici? C'était votre camarade. Et vous êtes dans la même lancée. Non, vous jugez ma... Allez vous renseigner. De partir sur moi. Mais vous avez la même, vous avez les mêmes ADN. Vous faites la langue de bois là où Vous avez les mêmes ADN. Vous vous comportez de la même manière. Allez vous renseigner. Camerounais que la forêt de Manfé a été reboisée. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Je vous en prie. Les forêts du Noun ont été reboisées. Je vais parler. Allez vous renseigner. Comment il peut prendre un débat qui est passé sur ce plateau? Il dit que j'ai dit, et quand je dis non, il dit vous dites la même chose. Alors, allez vous renseigner au niveau de la direction des inventaires et la préservation. Non, je suis juste. Vous comprenez, ce n'est pas un problème de FSNC. Ça résiste. Et je vous répète qu'un arbre de 30 mètres de diamètre, prêt à être coupé, n'est pas une fourgère. Voilà, Patrick Rifoué, sur cette sortie du... Didier quoi. Bon, il faut être sérieux. Je crois que j'ai entendu Zodio Fotsing prétendre que rien ne marche dans ce pays. Je vous suggère de ne pas confondre le Cameroun et le MRC. Je suppose que vous êtes arrivé ici en volant. Auquel cas, il faut montrer vos ailes aux téléspectateurs, puisque rien ne marche. Si rien ne marche, vous volez certainement. Le problème, il faut le dire pour revenir au sujet, le problème, ce sont les conséquences des inondations. Ce ne sont pas les inondations en elles-mêmes. Parce que c'est un phénomène que vous ne pouvez pas prévenir, que vous ne pouvez pas empêcher. S'il vous plaît, vous me laissez développer. Ce qu'il s'agit de faire, et c'est ça la responsabilité du gouvernement, c'est de circonscrire les conséquences des inondations. Et je dis, la première vulnérabilité, ce sont les vies humaines. Oui. Didier a parlé des immeubles qui se sont effondrés. On le regrette tous. Didier a parlé du ralentissement de l'économie. Mais j'ai envie de lui dire, il n'aime pas les comparaisons, qu'il y a 2 mois, à Abidjan, il y a eu 27 morts. Voilà. À titre de comparaison, vous ne comparerez jamais 50 immeubles aux 27 vies humaines que les Ivoiriens ont perdues. Et moi, je dis... Aujourd'hui, au regard de la réponse qui a été apportée face à cette situation, la réponse a été robuste. Et lorsque l'on compare la réponse en 2020 aux réponses les années précédentes, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une amélioration. Tout n'est pas parfait, ça c'est clair. Et les contributions ici pointent en fait les points d'amélioration. Mais il faut commencer par reconnaître qu'il y a une évolution si on se remet dans les années précédentes où les inondations de manière systématique faisaient des morts dans cette ville. Vous n'avez pas le monopole de l'expérience de l'inondation, hein, rassurez-vous. Et expérimenter l'inondation ne vous donne pas la compétence pour parler de ce phénomène, de ses causes et de ses conséquences. Parce que votre analyse est une analyse qui se limite simplement aux facteurs locaux. Mais il y a des facteurs globaux sur lesquels le Cameroun ne peut rien. Parce que le réchauffement climatique dont vous parliez, le Cameroun contribue à combien? Même pas 1%. Les États-Unis seuls, c'est 13% des gaz à effet de serre. Donc, si jamais le Cameroun réduisait même sa production de gaz à effet de serre, ça n'aurait pas d'effet sur la situation globale, et ce n'est pas en limitant la production de nos gaz à effet de serre qu'on va mettre fin à la fonte de la calotte glaciaire. Voilà, merci Dr Rifoué, merci à vous tous. Elle est là, le visage est rayonnant, elle est là. Julienne Berthe Bissaï pour conduire le 20h le plus attendu de la planète pour cette période. Bonsoir Julienne Berthe. Serge Alonto. Voilà, Julien Berthe, 3 titres essentiels pour vous dans ce journal goupillé par l'ensemble équipe rédactionnelle Equinox Télévision. Qu'est-ce qu'il y a donc au menu ce soir? Vous l'avez dit, Serge Alonto, ce soir, nous verrons l'ensemble des dégâts des inondations causées sur les infrastructures routières, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Douala. Des pans entiers de la chaussée ont cédé sous la pression des pluies tombées le week-end dernier. Et toujours dans l'actualité nationale, ce braquage dans une microfinance à Bamenda, c'est au nord-ouest Cameroun, où une importante somme d'argent a été emportée.
L'on s'interroge entre voleurs ordinaires et séparatistes. L'on s'interroge bien évidemment sur l'identité des auteurs de ces actes ou de ce braquage-là. Et sans transition à l'étranger au Mali, les intimidations de la CEDEAO ne font pas peur à la junte au pouvoir. Les nouveaux hommes forts du Mali optent pour une transition de 3 ans avec à la tête des militaires. Serge Anoto. Voilà, dans un instant, le 20h de Julien Berthe Bissaï. Tous ces éléments seront développés avec le concours de toutes les équipes rédactionnelles d'Equinox Télévision, éparpillées à travers le monde, on va le dire comme ça, pour le 20h le plus attendu de la planète. Madame, Monsieur, dans un instant, c'est avec Julien Berthe Bissaï. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie du professeur Théophile Yungamoyo qu'on aura depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et sur ce plateau à Douala, nous avons Dr Patrick Griffoué du RDPC, nous avons Didier Yimkwa du FSNC, le professeur Mbaya, géographe, il est là, toujours avec nous, mais nous allons un peu entrer. Vous allez parler un peu politique avec les autres. Voilà. Hein, professeur? Un peu de politique, vous ne ferez pas du mal, hein? Vous êtes un Camerounais? Bien sûr. Voilà. À côté de vous, Fortings Audio. Voilà cette sortie, cette haute sortie du professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Un autre ultimatum. Oui. En fait, le professeur Maurice Kamto aujourd'hui ne parle que de ce que pensent profondément les Camerounais. Parce que demander au gouvernement de trouver des solutions de paix dans les 2 régions de notre pays qui sont en proie à une crise n'est pas trop demandé. Dit également qu'organiser une éventuelle élection sans résoudre ces problèmes va faire l'objet d'un appel à une manifestation pour demander le départ de l'actuel président introuvable, puisqu'on ne le voit désormais que sur photo, n'est pas aussi trop demandé. Je disais tout à l'heure dans ce pays que gouverner se prévoit et il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Parce qu'un homme politique se bat pour conserver le pouvoir, pour avoir le pouvoir, pour jongler le peuple, pour tromper le peuple. Mais un homme d'État se bat pour gouverner. Un homme d'État se bat pour régler les problèmes du pays. Un homme d'État se bat pour que le pays se porte bien. Alors, les élections aujourd'hui sont devenues pour l'actuel régime avec son président introuvable comme l'unique, je dirais, levier de justificatif de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que c'est comme si au Cameroun désormais, si on n'organise pas une élection, ça veut dire que le gouvernement n'existe pas. Nous l'avons dit avant les élections locales, municipales et législatives, je veux dire, que nous ne pouvions pas partir à cette élection, sachant que de l'autre côté, du nord-ouest et du sud-ouest, on a des familles et nous avons vécu il y a de cela une semaine des scènes de décapitation qui ne pouvaient pas laisser indifférent un Camerounais. Et ces scènes de décapitation, d'où qu'elles viennent, ne devraient pas nous rendre insensibles. Alors, même si nous avons souvent eu à condamner dans cette guerre les sécessionnistes de ne pas vouloir déposer les armes, même si nous avons eu à condamner souvent certaines personnes de notre armée de ne pas toujours respecter la déontologie de l'armée, il revient quand même à la responsabilité du gouvernement dans cette question de mettre fin à la guerre, parce que lui seul détient les moyens nécessaires pour le faire, et ces moyens dont nous parlons aussi
depuis 2016, ne sont pas militaires ou ne sont pas uniquement militaires. On avait demandé un dialogue. Or, le MRC ne peut plus revenir sur cette question. Alors, organiser une autre élection locale et voter, créer un conseil régional par région et aller dans la région du nord-ouest et du sud-ouest et créer des conseillers régionaux par embuscade, juste parce qu'il faut montrer aux yeux du Cameroun, de l'Union africaine, de l'Afrique et même du monde entier que le Cameroun fonctionne comme n'importe quel autre pays, serait hypothéquer l'avenir de la jeunesse, parce que à l'heure où nous sommes, on ne peut pas, après 4 ans de guerre, une guerre qu'on aurait dû éviter, parce qu'aujourd'hui on est quand même tous consensuels, même les militants du RDPC, que l'option militaire a été la plus mauvaise option dans cette guerre, et on peut revenir à la base, donc là où la chose aurait dû commencer, le dialogue avant les élections, parce qu'un conseil régional ne participe pas, voilà, du développement, de l'arrêt de la guerre et de tous les problèmes que nous avons. C'est pour cette raison que notre parti dit clairement que appeler à une autre élection, c'est provoquer le peuple, et je pense que le peuple n'est pas insensible à la provocation. Ok, voilà, avant Didier Imkwa, je vais d'abord recueillir la réaction, ce qui brûle. Il a vu prendre beaucoup de notes, docteur Ifoué. D'abord, première chose, est-ce qu'après cette autre sortie du professeur Maurice Kamto, on va s'attendre demain à une réaction du professeur Jacques Famendongo? Je ne sais pas si le ministre d'État, le secrétaire à la communication du RDPC répondra. Il ne va plus répondre Maurice Kamto. Parce que jusque-là, il a répondu. J'ai dit, je l'ignore. Je ne sais pas s'il répondra. Ce que moi j'ai envie de dire est très simple. Oui, comment vous réagissez donc? Ma question est celle-ci. Après la première, comment vous réagissez à cette autre, on va dire comme ça, ultimatum? Docteur Maurice Kamto, vous RDPC. Moi j'ai envie de dire, à chaque fois que Maurice Kamto fait un caca nerveux, il mène les poules pissées. Et c'est pas trop dur là? Dur, non, c'est un fait. Mener les poules pissées, c'est mener des activités qui ne produisent aucun résultat. Et vous avez parlé tout à l'heure d'autres ultimatums. C'est quoi le résultat des ultimatas précédents? Rien. Rien de rien. C'est ça la réalité du MRC. Zodio a parlé tout à l'heure du refus d'aller aux élections de ce parti politique. Le MRC avait clairement expliqué aux Camerounais qu'aller aux élections, c'était acter la partition de fait du Cameroun. Je constate que rien n'ayant évolué, ce même parti qui a refusé d'aller aux élections a massivement encouragé ses militants à s'inscrire sur les listes électorales. Bon, je suppose que s'inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas acter la partition de fait du Cameroun. Je suppose que le MRC a inscrit 500 000 personnes dans la région du sud-ouest et 300 000 dans la région du nord-ouest. Je brûle d'envie de voir ces résultats. Je dis, il faut être sérieux. Maurice Kamto, il me fait penser à un veuf qui, malheureusement, ne sera jamais écouté par le peuple camerounais, qui reste sourd à ses appels. C'est dommage. C'est typique du dépit amoureux. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui brûle pour vous, mais en face, vous êtes totalement insensible. Les Camerounais ne s'intéressent pas aux déclarations de M. Kamto. Je suppose que ces déclarations intéressent ses partisans comme Zodio Fotsing, mais je suis désolé, aujourd'hui, ce qui intéresse les Camerounais, c'est quelle est la réponse que le gouvernement va apporter aux dégâts matériels qu'il y a eu à la suite des pluies diluviennes que nous avons eues. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est de savoir si on va définitivement vaincre le Covid en sachant que la situation aujourd'hui est maîtrisée. À ce jour, nous avons moins de 1200 malades actifs. Le prochain cap, c'est de passer sous le chiffre de 1000. C'est ça qui intéresse les Camerounais. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est l'obligation de protection que le gouvernement a vis-à-vis des populations du nord-ouest et du sud-ouest qui font face à des assassinats barbares tous les jours. Voilà, entre autres, il pose ça sur la table. Effectivement. Dès qu'il y a des assassinats et
Oui. On ne voit pas de réaction véritable. Il y a des assassinats. Voilà pourquoi il faut tout arrêter. Il faut arrêter ça tout de suite. Je suis d'accord, il y a des assassinats. C'est un constat que tout le monde peut faire. Mais j'ai aussi suivi votre journal et vous avez écouté le général Eba qui a indiqué que les opérations se poursuivent tous les jours. Sauf que l'armée ne va pas communiquer à la télévision Equinox le programme de ces opérations. Parce que ce sont des opérations qui restent top secrètes. Donc les opérations se poursuivent et j'aimerais dire aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que le gouvernement ne va pas ménager ses efforts pour assurer son obligation politique et morale d'assurer leur sécurité. C'est d'ailleurs le message qui a été passé par le général Eba lorsqu'il est allé à Mouyouka rencontrer les populations et discuter avec elles. C'est de la responsabilité du gouvernement, il ne se défilera pas. Donc les gesticulations de Maurice Kamto ne nous intéressent pas. Voilà, je reste un temps avec vous, docteur Ifoué. Qu'est-ce qui explique donc depuis quelques semaines cette recrudescence, surtout, on va dire, ces morts violentes là, oui, on voit à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, de ce que j'ai cru comprendre, il y a deux factions de la rébellion ambazonienne qui ont manifestement décidé de monter un cran dans la commission de crimes violents à l'effet de s'aimer la terreur et de faire parler d'eux. Ce que ça traduit premièrement leurs relatives difficultés. Aujourd'hui, la situation est telle qu'ils ne sont plus capables d'attenter à la vie des membres de forces de défense et de sécurité. Quand ils étaient capables de le faire, ils ne s'en prenaient pas aux civils. De nos jours, ils ne sont plus capables de blesser, de faire une embuscade dans laquelle vous allez entendre qu'il y a eu 2 ou 3 morts. Donc, ce qu'il leur reste à faire, c'est de s'en prendre aux dames, c'est de s'en prendre aux enseignants qui vont à l'école, c'est de s'en prendre aux élèves qui sortent pour aller composer. C'est ce qu'il leur reste à faire. Donc, ce que ça traduit au fond, c'est que la réponse militaire, elle est solide, elle est en train de produire des résultats, et en désespoir de cause, qu'est-ce qu'on fait? On procède par la terreur, parce qu'une décapitation, ça a beaucoup plus d'effet que si vous avez 10 ou 15 morts, parce que ça joue psychologiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que nous disons au gouvernement, c'est qu'il faut effectivement apporter davantage de sécurité en renforçant le dispositif militaire dans ces zones. Mais aussi, et c'est ce que le général Eba est en train de faire, en gagnant les cœurs, parce que il est important que les populations se sentent rassurées par la présence des forces de défense et de sécurité. Je vous ferai remarquer que beaucoup de personnes qui sont décapitées aujourd'hui sont souvent des gens qui étaient des ex-sympathisants des Amba Boys. Et ils ont fini par se rendre compte que c'était une aventure sans issue. Ils ont changé de braquet. Et lorsque vous changez de braquet, ces gens-là décident de vous supprimer la vie. Donc, il faut protéger ces gens-là, ces personnes-là, qui apportent de l'information précieuse à nos forces de défense et de sécurité pour mener les opérations de neutralisation de ces Ambazoniens. Okay. Ils ont un besoin impérieux de sécurité et l'État a l'obligation d'y satisfaire. Voilà, Didier Yimkwa, entre autres, le professeur Maurice Kamto dit qu'il faut absolument convoquer un dialogue politique véritable. Donc vous, FSNC, vous êtes également concerné pour résoudre les différentes crises politiques du Cameroun. Est-ce que ça, c'est pas au moins un élément, vous pouvez... Écoutez, ça vous arrange la situation dans laquelle le Cameroun se trouve, crise au nord, au sud-ouest, au nord-ouest? Écoutez, est-ce que le dire tous les jours, c'est en soi une mauvaise chose? Personne n'a le monopole, ou bien le thermomètre du patriotisme. Avant de répondre à votre question, Serge Alain-Outou, je voudrais présenter à mes respectueux téléspectateurs mes excuses, c'est les faiblesses d'un homme. Parlant du diamètre, j'ai parlé de 30 mètres, je voulais parler plutôt de 30 cm. C'est une preuve que je suis un homme avec mes faiblesses. Mais revenons maintenant sur le professeur Kamto. Ce que j'ai remarqué dans le discours liturgique de Faustin, il a beaucoup plus parlé de professeur Kamto. Professeur élu, président élu, ça a disparu. Signe de temps. Je voulais aussi dire que le professeur Kamto a un seul adversaire politique au Cameroun aujourd'hui, c'est Paul Biya. Il voudrait être le seul élu de son parti, c'est pour cela qu'il a demandé aux autres, parce qu'il a été battu aux élections présidentielles, il voulait rester le seul élu, c'est pour ça qu'il a demandé aux autres de ne pas aller aux élections, de boycotter le double scrutin. Vous êtes du MRC?
Écoutez, c'est des pratiques que l'on connaît. Vous savez, quelqu'un qui a décidé de construire sa légitimité politique sur ce que nous appelons, c'est Raymond Aron, la démocratie populaire, c'est-à-dire le souverain populaire. Peut-être le Mali lui donne, je ne sais pas, des goûts. Il pense peut-être qu'en allant dans la rue, il peut se retrouver président de la République. Moi, je pense qu'il est libre, hein. Nous sommes en démocratie, il est libre de faire ses discours pompeux, c'est une question de rapport de force. Ben, au moment où il va appeler les populations descendant dans la rue, bon, on verra. Je voudrais simplement vous dire que nous, au FSNC, derrière le président Issa Chiromag, nous avons décidé d'accompagner le président Biya jusqu'à sa retraite politique. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les jérémiades des adversaires politiques, parce que nous avons affaire, hein. Nous avons des élus à l'Assemblée nationale, nous avons les maires, nous ne sommes pas comme certains qui sont un peu comme les ONG. Nous avons affaire, donc nous ne nous occupons pas des adversaires politiques. Ils sont libres de faire ce qu'ils peuvent faire, c'est la liberté d'expression, et on doit cela quand même au président Biya. Donc vous voyez comment quelqu'un en modo vision menace et dit que s'il n'y a pas ça, j'appellerai le peuple à descendre dans la rue. Ça, c'est des menaces. Mais il est rentré chez lui librement. C'est de la provocation, vous comprenez. On a compris le système Camto. Vous savez, Camto, c'est quand même un produit du système France-Afrique. Il a quand même passé 8 ans dans le gouvernement du président Biya. Il a longtemps profité de la puissance des décrets. Il a été doyen, il a été par-ci par-là, comme son épouse aussi, qui a été inspecteur au MIRES. Vous voyez, c'est un couple qui a beaucoup profité des décrets du président Biya. Donc il connaît un peu, il connaît bien le système pour avoir passé 8 ans au gouvernement, pour avoir participé à un certain nombre de rédactions même des instruments juridiques. Donc il pense qu'on peut tomber dans ce piège-là, la provocation. Parce que là aussi, il souffre un peu du complexe, peut-être messianique, peut-être du complexe mandélien. Il a déjà fait 9 mois en prison. Il pense qu'on va le prendre encore, on va le remettre là-bas pour qu'il se fasse une virginité politique. Vous voyez, lorsqu'on n'a pas de maire, lorsqu'on n'a pas de député, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de créer l'événement dans l'événement. Bon, il a la chance qu'il a des relais, ça fait débat aujourd'hui, dimanche ça fera débat. Ben, c'est sa chance. Mais on le laisse là où il est. Bon, il n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. Je voulais lui rappeler simplement, c'est un brillant juriste. C'est même pas à moi de l'apprécier, parce que quelqu'un m'avait dit l'autre jour que je n'atteins pas ça chez lui. Et c'est vrai, encore que je suis. Mais il faudrait qu'il pense au mot d'ordre qu'il a souvent lancé et qui n'a pas réussi. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui il a été édifié par un marabout. On verra. Voilà, Faustin Zodjou, justement, le professeur Camto dit que le Cameroun n'est plus gouverné depuis un certain temps et que le Cameroun est devenu un véritable champ d'horreur. Oui, quand moi j'écoute un peu le couple FSNC RDPC sur le plateau contre le RDPC, Didier Yunkwa essaie même de devenir un analyste stratégique c'est-à-dire qu'il joue un peu le rôle du professeur Fandongo sur ce plateau. Ah, je parle comme lui. En tentant par tous les moyens d'offrir au RDPC une capacité de riposte à la sortie du président Camto. Et là, ça m'arrange parce qu'il a pris près de 5 minutes sur le sujet. Ça me fait quand même comprendre que la sortie elle est importante, mais ce que je peux relever quand même dit que le Cameroun n'est pas gouverné. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, ce n'est pas organiser des élections. Gouverner, c'est pas essayer de communiquer. Vous avez vu, le professeur tout à l'heure nous a lu une dizaine de textes qui devraient régir l'organisation et la gestion de l'environnement dans notre pays. Mais ces textes n'existent que parce que les gens ont créé des commissions financées avec l'impôt du Cameroun, du peuple, et après la ratification des textes, après la signature, sa publication, ces textes deviennent lettres mortes. Dieu pensait quelque chose, et il est militant écologiste, il a même essayé de nous dire que les forêts sont reboisées au Cameroun. Je suis très désolé. Et les gens qui coupent le bois ont répondu même en direct sur Equinox Soir que mon frère... Mais c'est des braconniers, c'est des trafiquants. Bon, tu t'assois sur la réflexion des trafiquants, des voleurs pour dire que c'est la vérité. C'est des bandits. Ce que je dis... C'est des braconniers, on les connaît. La sortie du professeur Maurice Kamto est claire.
on ne peut pas continuer à bâillonner le peuple. On ne peut pas continuer à bâillonner le peuple. On ne peut pas faire croire au peuple qu'avoir des élus dans un parti politique participe du bien-être du peuple. Ça dit que on dirait que la démocratie, la politique camerounaise a été conçue avec pour seule mission d'imbéciliser la population. Parce que faire croire aux gens que le fait qu'on n'a pas d'élus au Parlement participe à la destruction de notre parti et que nous avons besoin d'exister parce que nous n'avons ni maire ni député. Mais est-ce que depuis la première législature au Cameroun, les choses ont changé? Est-ce que dans le fond, ce sont les députés, les maires qui construisent un pays? Un pays est géré par un gouvernement, surtout qu'on a des députés qui ne votent pas, qui ne peuvent pas contredire une proposition de loi. C'est-à-dire que des députés nommés au sein de leur parti qui parfois ne connaissent même pas ce que c'est que l'Assemblée nationale. On a vu des plateaux télévisés où des députés ne savent même pas qu'il y a des textes qui régissent leur nomination à une fonction à l'Assemblée nationale. Alors, vous voulez prendre un pays comme ça, quand vous parlez d'abord comme un homme de science. Donc, je vous ai dit, il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Sauf qu'au Cameroun, on a construit sur la base des hommes politiques. Donc, les gens se battent pour discuter les postes des députés. Ce qui intéresse actuellement le frère Didier Yonkwa avec le mari RDPC à côté, c'est comment partager les postes de conseillers régionaux. Mais est-ce que si moi je deviens conseiller régional à l'ouest du Cameroun ou dans le littoral, je changerais quelque chose sur la gestion des inondations dans la mesure où nous avons un État hyper centralisé. Faut si tu étais candidat à la mairie de Bamandjou, alors que tu vis à Douala. J'ai désisté. Tu vis à Douala. J'ai désisté. Tu élèves les poules à Douala. Tu élèves les cochons à Douala. Encore notre mensonge. Mes fermes sont à Tu as même fabriqué les vendus à Douala. Ce n'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Des mensonges sur ce plateau. Alors je dis ceci. Le fait de vouloir organiser une autre élection, alors que le Cameroun n'est pas gouverné, et tout le monde le constate. Parce que les gens font comme si la souffrance du peuple camerounais incombe uniquement les militants du MRC. Les gens font comme si toutes les situations que nous vivons ne sont traversées que par les militants du MRC. Vous parlez, vous faites comme si le peuple ne vous regarde pas à la télévision. Vous parlez aux gens qui sont couchés sur des matelas mouillés et que sur les plateaux de télévision, le représentant du RDPC avec le FRC disent que le dégât matériel n'est pas considérable parce qu'on peut refaire. Donc les Camerounais sont condamnés à travailler toute leur vie et détruits à chaque arrivée des pluies. Les gens disent ça, ils gouvernent le Cameroun, ils disent qu'ils gouvernent le Cameroun avec ça. Donc ils vous disent que le fait que les immeubles soient tombés, les matériaux soient mouillés, les appareils électroménagers soient en dégâts ne pose aucun problème parce que vous pouvez refaire. Sauf qu'ils oublient que ça revient tous les ans et qu'il y a des gens qui touchent 36 500 francs dans ce pays et ne peuvent pas s'acheter un bon téléviseur mais après un an de travail. Alors, le président Maurice Kamto appelle juste à la conscience des Camerounais. Le président élu. Il a été élu. Vous savez, vous et votre mari, les RDPC, vous avez volé l'élection avec des PV. On ne peut plus revenir sur ce débat parce qu'on a déjà beaucoup tablé. On appelle à la conscience des Camerounais. On ne leur demande pas d'aller faire la guerre. On ne leur demande pas. Ça dit que j'ai comme l'impression qu'en face, les gens n'ont que le langage de la guerre. C'est-à-dire qu'ils se préparent peut-être à charger les armes pour attendre les militants du RDPC et provoquer ce qu'ils ont fait dans les régions anglophones. Parce que pour eux, une manifestation doit naître automatiquement une guerre déclarée à la télévision et par la suite, on vient se plaindre sur le plateau des décapitations d'une guerre déclarée et voulue. Parce qu'au début, les manifestants ne portaient pas les armes, ils ont provoqué, ils ont attaqué, les gens se sont indignés, les gens ont eu de la douleur, ils ont perdu des vies et ils se sont radicalisés devant eux. Ils appellent ça la gouvernance. Je ne sais pas si parmi les gens qui nous dirigent dans ce pays, il y a parmi eux, certes, ce sont des professeurs, des docteurs, mais est-ce qu'il y a parmi eux des gens qui comprennent parfois la sociologie, l'anthropologie, la sociopolitique, ou toutes ces branches scientifiques qu'ils ont étudiées à l'université ne leur servent que à garder le pouvoir au point de crier tous les jours sur les plateaux de télévision comme nous sommes en train d'observer.
on ne peut pas freiner la marche de l'État parce qu'il y a une guerre dans 2 régions du Cameroun. Voilà, merci, on va revenir là-dessus. Hein. Professeur, vous avez vu à travers le journal de Julien Berthe Bissaï ces axes-là qui s'affaissent. On est sorti de Douala, hein. On peut comprendre, on a dit, lui qui est sorti de son lit, et à Santhiou, qu'est-ce qui explique là-bas? Voilà. Ces fortes précipitations ou la nature du sol? Fortes précipitations, mais aussi d'autres facteurs liés au milieu, Oui. notamment les pentes. Oui. Les pentes, nous avons changé notamment des Expliquons, contextes. Nous partons carrément de la zone côtière. Les populations de Santhiou nous regardent en ce moment-ci, et c'est de leur dire pourquoi au niveau de Santhiou. Au niveau de Pourquoi Santhiou, ça, c'est parce clair, que Santhiou est balayé par le cours de la Ménoire et puis ses affluents, n'est-ce pas? Et puis Santhiou, c'est quand même en contrebas de la falaise de Tchang, d'où viennent l'essentiel de... Ici, la pente s'exprime à travers l'accélération, n'est-ce pas, de l'écoulement, et ce qui intensifie l'érodibilité, n'est-ce pas, des cours d'eau qui drainent cette localité. Alors, les changements climatiques ne manifestent pas seulement par l'inondation. Ok. Ici, nous avons une forte activité d'érosion fluviale qui entraîne, n'est-ce pas, ce que nous avons vu au niveau de Santhiou. Ici, la vitesse des eaux du fait de la pente s'accélère, l'énergie cinétique dont le pouvoir d'érosion de ces cours d'eau s'intensifie, ce qui entraîne un sapement des berges, n'est-ce pas, de ces cours d'eau et l'érosion des ouvrages qui vont s'effondrer finalement. Donc là, on a carrément changé le contexte. Ces cours d'eau qui arrivent au niveau des basses terres côtières ont évolué sur une pente de nulle presque. Mais sur les hauteurs, la pente est très forte et cela justifie le phénomène d'érosion fluviale que l'on a vu avec ses effets sur les orages qui s'effondrent le long des grands axes. Cela a forcément une conséquence extrêmement grave sur la circulation, la mobilité des populations, comme on l'a vu. Voilà. Oui, Didier Nkwa. Moi, j'ai très bien suivi l'explication du professeur, mais sur le plan pratique, il y a un paramètre qu'on appelle l'empreinte écologique. En fait, l'empreinte écologique, c'est quoi? C'est un indicateur qui permet de mesurer la pression de l'homme sur, par exemple, sur la route. C'est ça l'empreinte écologique. Et tous les experts des questions de travaux publics vous diront que chaque fois, après 10 ans, il faut faire les analyses géothermiques des ouvrages. Là-bas, on ne l'a pas fait. C'est là que c'est Santhiou. Oui, il faut dire la vérité. Oui. Vous savez, il a fallu cette pluie de jeudi il faut faire attention. Ça, on ne l'a pas fait. Quand je prends par exemple l'axe Douala-Yaoundé, on l'a conçu, je crois, il y a peut-être 20 ou 25 ans. Et tous les experts des questions de démographie vous diront qu'après 20 ans, la population double. Cela veut dire que l'empreinte écologique aujourd'hui, il y a 20 ans, a peut-être multiplié par 2. C'est une logique très simple. Cela va sans dire que, quelle que soit la durée, vous comprenez, de l'ouvrage d'art, si après 10 ans, on n'a pas fait une étude géotechnique pour mesurer l'empreinte écologique, évidemment, l'effondrement, je ne sais pas où, est tout à fait une évidence. C'est banal. C'est la même chose à Santhiou. C'est la même chose à Bokom, pardon, je ne fais pas la publicité, sur la route de l'aéroport. Ouais. C'est un problème de gouvernance. C'est ma casquette de militant écologique. Tout à l'heure, le professeur doit être d'accord avec moi, les changements climatiques affectent toutes les activités. Je dis toutes les activités, même ce que vous faites ici. Parce que lorsque vous avez fini d'utiliser un papier, vous le balancez n'importe comment. Il se dégrade, il se retrouve dans le fleuve du Vouri, il transforme le milieu, et comme la nature a horreur du vide, vous avez la jacinthe d'eau. Vous croyez que la jacinthe d'eau, c'est un fait de génération spontanée? Ce sont nos activités anthropiques. Donc voilà le véritable problème. On aurait dû conçu ces routes en prenant en compte le paramètre d'érosion. Pourquoi nous avons des ingénieurs? Pourquoi nous avons des universitaires? Il faut les utiliser. Ils sont 2 ici sur la table. On nous a dit que l'université, c'est l'enseignement, c'est la recherche et le développement.
Docteur, il faut le plan, ce n'est pas la route. Il faut les utiliser. C'est tout simplement parce que vous avez certaines personnes qui pensent que si on appelle les universitaires, par exemple ce que le professeur vient de dire là, lorsqu'on doit construire une route, un projet est soumis à une étude d'impact environnemental. Lorsque c'est une route, on fait appel à tous les experts géologiques, géographiques, histoire, anthropologique. On vous dit que pour aujourd'hui réaliser une ville verte, une ville durable, une ville résiliente au changement climatique, il faut respecter un certain nombre d'exigences écologiques, environnementales, sociales, sociétales, de mixité culturelle. C'est tout ça qui fait une ville durable, une ville résiliente au changement climatique. Vous ne pouvez pas dans les discours, chaque fois, depuis que le président Biya a parlé du changement climatique en 2015 à Paris, les discours ville durable, ville résiliente au changement climatique, ville intelligente, et qu'à côté, les routes s'effondrent. Il y a toute une dichotomie entre le discours du chef, qui est dans la stratégie, qui est dans la politique publique, et puis les actions publiques. Il faut se poser les questions. Moi, je pense que lorsqu'on est en charge des routes, et qu'à un moment donné, après une pluie d'une semaine, les routes s'effondrent, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est la question que je me pose. Et docteur Ifoué, le communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest est assez clair. Hein? Il demande aux usagers et transporteurs d'éviter l'axe, cet axe-là. C'est quand même costaud au niveau économique. Hein? Non, je pense qu'il a incité les usagers de cette voie-là à se reporter sur Bafang, ce qui vous permet de revenir passer par Melon. Effectivement, c'est un contournement qui vous prend certainement plus de temps, qui va vous amener à consommer davantage de carburant. Le gouvernement va certainement, dans les jours qui viennent, étant donné le caractère stratégique de cet axe-là, le gouvernement va probablement engager la réflexion urgente de cet axe. Je tiens à indiquer ici que les effondrements dus aux intempéries, on en a connu, par exemple sur l'axe Yaoundé-Douala, et ça avait d'ailleurs conduit le gouvernement à revoir tous les ouvrages d'art qu'il y avait sur cet axe et pas seulement à faire la correction qui s'imposait au niveau de la buse de Maniaï. Je pense que sur l'axe Yaoundé-Douala, on a refait une trentaine d'ouvrages d'art. Donc je suppose qu'au regard de cet événement qui s'est produit, le gouvernement fera en sorte de revoir tous les ouvrages d'art qu'il y a sur cet axe-là. Docteur, il faut vraiment, excuse-moi, ça c'est soigner du cancer avec du paracétamol. Lorsqu'on prend en compte le taux de croissance démographique et qu'une route a duré plus de 25 ans et qu'en 20 ans la population a doublé, donc la flotte peut avoir doublé, qu'est-ce qu'on fait? On construit notre route. Oui, mais pour diminuer l'empreinte écologique. J'entends. Tout à fait ça. Il faut pas être sorti des culs de Jupiter. J'entends parfaitement ce que tu dis. C'est l'omitant écologique. J'entends parfaitement ce que tu dis, mais il y a toujours deux choses lorsqu'on fait face à ce genre de situation. Il y a l'urgence. Il faut rétablir la circulation. Et puis il y a la projection. Là, vous êtes dans la stratégie. Une des possibilités, je pense que le gouvernement est en train de plancher dessus, ce sera désormais de faire en sorte que lorsque Yabassi aura été rallié à Douala, de faire en sorte qu'on prolonge cette voie-là pour que l'Ouest puisse être relié à Douala par un autre axe que simplement en passant par Bonabéry. Je pense que le gouvernement est en train de travailler dessus. Voilà, il nous a rejoint, il est revenu, le professeur Théophile Yimgen Moyo depuis Yaoundé, j'interroge ici l'homme politique. Professeur Yimgen Moyo, vous êtes le président du MOSI, Mouvement Citoyen. Il y a eu cette sortie du professeur Maurice Kamto aujourd'hui qui dit qu'il n'est pas d'accord pour qu'on appelle à une autre élection tant que certains problèmes du Cameroun ne sont pas résolus. Principalement la crise anglophone. Votre réaction? Mais je pense que la politique, c'est un problème de stratégie. Le mouvement citoyen est un mouvement nationaliste. Et depuis, nous estimons qu'au Cameroun, il n'y a que deux camps. Le camp des nationalistes et le camp des libéraux, si on peut l'appeler ainsi. Donc tout ce qui se passe dans le camp des libéraux ne nous préoccupe pas particulièrement. Et je pense que
C'est ce qu'il faut dire, c'est ce que je peux dire pour l'instant pour cette sortie-là. Nous sommes des nationalistes, nous ne nous occupons pas de ce qui se passe en face. Et en face, nous avons des personnes qui se retrouvent périodiquement, qui se retrouvent de temps en temps, qui jouent parfois dans la même équipe. Et ça me paraît important que les Camerounais puissent identifier certains partis politiques comme tels. J'ai suivi l'avant-dernière personne qui a parlé de la non-utilisation des potentialités que l'on a dans ce pays. Oui. Et vraiment, j'étais heureux de l'entendre. Parce que même si on peut utiliser une route, si on peut reprendre une route après 20 ans, si on peut réanalyser une route après 20 ans, moi je pense que ce sont des choses qu'on prévoit à l'avance. On n'attend pas pour agir. Il y a des routes dans certains pays qui font 40 ans, c'est-à-dire le double de vie de nos routes. Si nous avons dans un premier temps mal exécuté ou laissé mal exécuter nos routes, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Vous voyez bien que lorsque ces routes s'effondrent, on s'aperçoit qu'il y a une couche de bitume d'à peine 5 cm, 10 cm. Alors n'allons pas chercher ailleurs les causes d'effondrement de ces routes. Si la route de Sanchou s'est effondrée, j'ai bien observé le clip qu'on nous a envoyé partout dans les réseaux sociaux. Elle était mal faite. Lorsqu'aujourd'hui on est en train de refaire les routes à l'ouest, on s'aperçoit que beaucoup de ces routes étaient mal exécutées. On a laissé des entreprises toucher des sommes énormes pour un travail qui est mal fait. Alors je pense qu'à ce niveau-là, les responsabilités ne peuvent pas être partagées. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. N'allons pas croire si on critique le gouvernement, on est mal vu. Non, on veut que les choses changent. Beaucoup de choses ont été bien faites dans ce pays. Mais pour ce qui est, par exemple, de ces routes qui ont été faites il y a 20 ans, 30 ans, elles étaient mal faites. Et nous apercevons qu'aujourd'hui, il y a encore des routes qui sont mal faites, qui ne peuvent pas durer 10 ans. Ce que notre concitoyen a dit tout à l'heure, c'est que vous avez des techniciens chevronnés qui ont fait des bonnes études en travaux publics. Il faut les consulter. Pour peu que ceux-là soient de bonne foi, qu'ils soient incorruptibles, nous sommes sûrs que l'État peut faire de bonnes choses. C'est ce que je peux dire pour conclure à ce sujet. Donc je pense que ne pas dire la vérité, ce n'est pas une bonne chose. Et voilà. Ceux qui pensent qu'en saupoudrant ou bien camouflant certaines choses qui doivent se dire, font du bon travail pour le gouvernement, ils se trompent. Je pense que même le président Biya aurait intérêt à ce qu'on lui dise la vérité, les choses ont été mal faites. Voilà, merci. Merci, professeur. Il faut bien les faire maintenant. Voilà. Merci, professeur Yimgamoyo. Je rappelle que vous êtes le président du MOCI, Mouvement Citoyen, vous êtes un ancien de l'UDC. Depuis le 26 janvier 2011, vous êtes à la tête du MOCI. Voilà, on va terminer, on va faire un dernier tour. D'abord, faut-il vous, sur cette situation, surtout sur l'axe Sanchou, au niveau de Sanchou. Ce qui arrive à Sanchou. Bon, ce qui arrive à Sanchou, il faut maintenant contourner. Hein. C'est ce qui arrive à beaucoup d'axes routiers dans notre pays. C'est pas nouveau. On a vu à Bafan la dernière fois. On a vu sur l'axe Douala-Yaoundé. On a vu. En fait, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Le véritable problème, c'est qu'on ne construit pas des routes sans plan d'entretien. Moi, quand je regarde le budget d'entretien routier, le fonds routier avec tout ce qui va, je me demande, mais est-ce que lorsqu'on prend ce budget, on va vraiment l'investir dans l'entretien des routes? Parce qu'une infrastructure, lorsqu'elle est réalisée, en fait, ce n'est même pas seulement... Vous savez pourquoi je n'aime pas prendre le problème du Cameroun en détail? Parce que moi, ce que j'ai appris dans la tradition, c'est que si tu veux savoir l'état de la nature de manière globale, il faut regarder juste autour de ta maison. Alors, quand tu regardes par exemple les immeubles dans la ville de Douala, même les immeubles abritant le service administratif, tu regardes le niveau de dégradation des murs, la saleté qui y coule, tu imagines directement que même autour du palais de l'unité à Yaoundé,
on va trouver les mêmes réalités. Alors, à l'intérieur du pays, pourquoi on va s'étonner si peut-être des services du gouverneur à Bonanjo peut passer plusieurs temps sans connaître des couches de peinture, si on peut trouver des pots de bananes lancés devant, pourquoi s'inquiéter de la route de Sanchou où le gouverneur peut faire pratiquement un an, il ne passe pas, où le président de la République peut ne jamais passer, parce que les gens vont vouloir qu'on se table sur l'affaire Sanchou comme si le problème de Sanchou reflète le problème du Cameroun. La route Bosam-Bamenjou s'est effondrée il y a 4 ans, ça n'existait pas. Et quand tu pars de Bosam pour Bamenjou, il y a un endroit où il faut sortir les passagers, on pousse la voiture, ça grimpe, monter là et après au niveau de Ndjunang, à Bamogoum, la route n'existe pas. Pourtant, dans le fond, les fonds ont même été débloqués pour réaliser, on ne sait pas où ces fonds sont passés. Donc, je veux dire seulement à la population de Sanchou, voilà, et ceux qui vont aller de Bosam pour Douala ou de Douala pour Bosam, ou les deux jusqu'à Bamenda, de prendre leur mal en patience et de contribuer à la transformation sociopolitique du Cameroun. Parce que spéculer sur des éventuelles solutions, pour moi, n'est que perte de temps avec ce régime. J'ai fini aussi en rendant un grand hommage, en saluant et en adressant mes condoléances à la famille royale de Bamenjou qui a perdu un digne fils Alain en Inde, Yves Sokouzou, et qui va être inhumé demain. J'aurais dû être au deuil, mais ma présence sur les plateaux de télévision ce soir ne m'a pas permis de me déplacer avec la délégation. Merci. Bon courage à la famille royale et pleurez, oubliez. Voilà, et vous avez dit que l'université consulte un terrain marécageux, Didier. Oui, il y a... Non, les informations nous disent que c'est pas vrai, on ne peut pas construire sur terrain marécageux. Toutes les études ont été faites. Hein. Oui, c'est l'information que je voulais donner. Non, écoutez, pour assurer... écoutez, vous pouvez aller vérifier. Hein. Ça, voilà. Comment on appelle là Non, c'est pont cassé. Oui. C'est un IPES, c'est pas une université. Je ne sais pas, une chose est sûre, c'est des grands bâtiments. Okay. Oui, c'est dans un quartier là-bas. Comment le nom du quartier? Il ne s'agit pas de l'université de Douala. Il faut le préciser. Voilà. Il ne s'agit pas de l'université. Le quartier se trouve beau comme là. Avant de continuer vers Propès, là, c'est quoi là? Saint-Thomas? Non, Misoké. C'est à Misoké, pont cassé. Voilà. Vous pouvez vérifier, moi j'y étais. Et c'est à côté de l'ancienne décharge d'Isaac. Merci professeur Bara d'être venu. Merci beaucoup. Voilà. Ils ont appris, vous avez rassuré les populations de Makepe Misoké, comprendre que ce qui leur arrive, ce n'est pas... C'est pas simplement lié aux facteurs locaux. Voilà, merci. Merci docteur Ifoué d'être venu. Merci. Et un dernier mot, je voudrais saluer la famille Borel qui a été portée en terre. Je voudrais également saluer Guy Ave Fongan qui a perdu sa maman. Et puis Alex Yewe qui a perdu son papa. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la première de la semaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tiens.